vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Ledwaba Velapi, coordinateur de Project and Performist Artist, et nos éditorialistes Nadia Lamarbi et Lucien Pambou. Ouvrons notre dossier du jour, axé sur les politiques d'immigration et d'intégration en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, une terre d'immigration sur le continent. Pour exemple, pas moins de 100 000 permis de travail temporaires ont été délivrés aux étrangers en 2011. Un reportage d'Olivier Conan, notre envoyé spécial en Afrique du Sud. 814 milliards de rands, soit 41 000 milliards de francs CFA, c'est le PNB, produit national brut de l'Afrique du Sud, au premier trimestre 2013. Cela fait du pays la première économie du continent. Cette prospérité attire beaucoup d'immigrés venus de toute l'Afrique. Selon les estimations, il y a plus de 3 millions d'étrangers dans le pays. La majorité d'entre eux viennent du Zimbabwe et du Mozambique, deux pays frontaliers de l'Afrique du Sud. Selon l'Institut sud-africain des statistiques, 10 000 permis de travail permanents et 106 000 permis temporaires ont été délivrés en 2011. Immigrer en Afrique du Sud n'est pas toujours facile. L'obtention du statut de réfugié ou de résident permanent relève souvent du parcours du combattant. Tout est corrompu. Le système est une chaîne de corruption. Les gens qui viennent des communes éloignées comme Durban et Cape Town ne peuvent pas avoir leurs papiers. Pour être sûr que ton dossier sera traité, il faut donner de l'argent. Ceux qui n'ont pas de moyens financiers sont chassés. Je veux obtenir le transfert de mon dossier pour le Cap. Je suis venu au moins 3 à 4 fois, mais rien n'y fait. Ils me demandent de l'argent alors que je n'en ai pas. Si tu as de l'argent, tu peux tout faire. Si tu n'en as pas, tu n'es rien. C'est tout. Quand nous sommes arrivés ici, avoir les papiers était difficile. Et même jusqu'à présent, avoir les papiers, c'est tellement difficile. La loi d'immigration ici paraît difficile pour tous les étrangers. Bon, nous sommes d'abord déclarés comme des réfugiés qu'ils ont rejeté notre appel. Bon, puisque moi, particulièrement, je ne sors pas d'un pays en trouble. Nous essayons de demander, par exemple, le permis de travail ou déposer un Sud-Africain qui puisse nous permettre d'avoir des papiers. Les étrangers en Afrique du Sud se dirigent souvent dans le secteur des professions libérales ou artisanales pour contourner la difficulté de décrocher un travail rémunérateur dans le secteur formel, principalement dans les mines. Malgré ces difficultés, l'Afrique du Sud est pour nombre d'immigrés un bon endroit pour gagner sa vie. Quand nous sommes arrivés dans ce pays, nous sommes des artisans. Il n'y a pas des artisans sud-africains. Nous vendons des objets d'art d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Les Sud-Africains n'en font pas. Donc c'est un métier où nous n'avons pas de compétition avec des personnes locaux. Donc moi particulièrement, je n'ai pas eu de résistance d'intégration par rapport à d'autres Africains qui font les mêmes métiers que les Sud-Africains. Obtenir le droit de travailler légalement ne signifie pas la fin des difficultés pour les immigrés africains. Il faut ensuite subir la fronde et le ressentiment des Sud-Africains. Ces personnes ne sont pas habituées à vivre avec des gens de l'extérieur. Quand ils te voient, ils te considèrent comme un étranger, ils te regardent comme celui qui leur prend leur emploi. Ils ne t'accepteront jamais. Tous les étrangers dans tous les pays d'Afrique, pour ne pas dire dans tous les pays du monde, ont les mêmes problèmes parce que les locaux ou bien les nationaux se sentent chez eux et se croient tout à leur portée. Et les étrangers venant à la recherche du pain quotidien se battent plus que les nationaux. Alors, au vu de cela, tous les nationaux se sentent frustrés, soit disant que les étrangers prennent leur travail et prennent ce qui peuvent les appartenir. Et parfois, ça fait mal et ça crée des soulèvements un peu partout, pas seulement en Afrique du Sud. Le ressentiment d'une partie de la population à l'encontre des travailleurs étrangers est partagé par le patronat, représenté par la Chambre de commerce et d'industrie. Pour l'organisation patronale, il faut une politique claire de la part de l'État pour encadrer l'apport de la main-d'œuvre étrangère sur le marché du travail. Nous avons un certain nombre de problèmes à nos frontières avec des immigrés. Et dans le passé, ceci a conduit à des tensions xénophobes. Je pense que maintenant, nous avons dépassé ce cap. L'économie sud-africaine est à maturité, et donc ces tensions ont baissé. Néanmoins, certaines entreprises locales sont inquiètes. Elles ont peur des entreprises étrangères qui sont mieux structurées et qui bénéficient de meilleurs fournisseurs. La première solution
solution n'est pas de se focaliser sur les entreprises étrangères, mais de regarder la compétitivité de nos propres entreprises. Ceci dit, nous continuons à lutter contre le rejet et les injustices faites aux étrangers. Par exemple, l'industrie du tabac a besoin d'une meilleure régulation pour réduire les contrebandes. Nous devons nous assurer de l'éradication du commerce illégal. Au plan politique, le point de vue d'une partie de la population qui préconise une restriction de l'immigration trouve un écho favorable auprès de certains partis politiques. Si une personne vit illégalement en Afrique du Sud, si elle n'est pas mariée à une Sud-Africaine, si elle n'a pas de travail, elle doit être ramenée dans son pays. Mais pour reconduire une personne dans son pays, il faut d'énormes moyens et les immigrés africains se bousculent aux portes de l'Afrique du Sud. Ils viennent ici, s'installent, font des enfants et il devient compliqué de s'en débarrasser. À côté de cette position très dure à l'endroit des étrangers, d'autres voix souhaitent un traitement plus humaniste de la question des immigrés. Je crois au caractère sacré de la vie d'un bébé, alors je défendrai la dignité du réfugié qui vient de la République démocratique du Congo. Je défendrai la dignité d'un travailleur du Mozambique. L'Afrique du Sud exercera toujours une attraction pour les Africains en quête d'un mieux-être économique ou d'une terre d'asile. Les incompréhensions avec les nationaux qui ont engendré dans le passé des mouvements de chasse à l'étranger sont le résultat des stéréotypes véhiculés à l'encontre des immigrés. Les autorités doivent faire preuve de réelle politique parce qu'il est impossible d'expulser la totalité des personnes concernées. De plus, l'économie sud-africaine a besoin de cet apport de main-d'œuvre sur le marché du travail. En attendant, la plupart des étrangers en situation régulière ou immigrés clandestins font contre mauvaise fortune bon cœur. Velapi Ledwaba, quels éléments ont retenu votre attention après la diffusion de ce reportage? C'est vraiment, pour moi, c'est des éléments que je vis avec chaque jour, même si je suis ici en France. Je peux dire que ce n'est pas 50-50, parce qu'il y a ceux-là qui sont de moyens. Par exemple, on a vu dans le reportage, il y a ceux-là qui peuvent se payer des magasins. Ils viennent avec le matériel, par exemple, l'artisanat. Et après, il y a des gens qui viennent pour demander l'asile parce qu'ils sont de manœuvres. Il y a des mines, on a des mines en Afrique du Sud, qui ont besoin de manœuvres. Il y a le politique, comme on dit, corrompu. C'est quand même dommage parce que quand on regarde le portrait en gros, c'est qu'il y a l'information qui passe pas. On ne dit pas tout. Et en même temps, qu'est-ce que je trouve grave, c'est qu'en même temps, on finit par se tirer des cheveux entre nous. Et qu'est-ce qu'on ne dit pas? Vous dites on ne dit pas tout. On ne dit pas par rapport à l'information. Par rapport là, ça va faire bientôt 20 ans complète. On est en démocratie. Nous, les Sud-Africains, déjà, on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est la démocratie. En même temps, il y a des immigrés qui viennent parce que quand ils partent là-bas, il y a des problèmes aussi dans leur pays. Et après, quand ils viennent chez nous, c'est pas on ne l'accepte pas. On ne l'intègre pas, on l'intègre. La différence, c'est qu'ils partent avec cette ambition, et quand ils arrivent, ils trouvent que ce n'est pas pareil. Parce que nous aussi, quand on arrive, on se trouve dans le même trottoir, tous ensemble, en se regardant, en disant qu'est-ce qu'on fait? Vous comprenez? Et ça, c'est quand même dur de vivre chaque jour. Et après, politiquement, c'est quand même grave parce qu'il y a des gens qui nous présentent et en même temps, quand on est, par exemple, sur le plateau, on dit des choses, mais sur le terrain, c'est pas pareil. Comme là, il y a une différence entre nous. Déjà, il y a quelqu'un qui peut arriver à se payer, qui peut louer un magasin, qui est un étranger, il a le droit de le faire. Et après, comme on dit, là, par exemple, il y a la corruption pour avoir le papier d'asile et tout ça, il faut payer. Moi aussi, par exemple, là, il fallait que je paye pour avoir mon titre de séjour, mon visa déjà, par exemple. Comme je n'ai pas les moyens, mais c'est dire là, que je n'ai pas l'information comment la procédure, il ne me donne pas les papiers qu'il faut. Et après, quand je le dis, là, qu'il me faut ça et ça, il me dit, il faut que tu me donnes, comme ça va aller plus vite. Et après, quand je le dis par rapport à la Constitution... Et il faut débourser combien de dollars? 100 rand. Sans art. South Africans in security. So, par exemple, pour moi, déjà pour demander par exemple, j'avais demandé comme il y avait un papier qui s'appelle il faut tuer à la police pour prouver que j'ai pas fait de crime. Et après, j'étais en face du policier. Du judiciaire. Voilà. Et j'étais en face de ce policier. Le policier, je lui demandais gentiment de dire voilà, il faut que je parte en France pour faire une manifestation là-bas. J'étais invité. Et après, il me faut ce papier-là.
Mais après, il me faut là tout de suite. Mais malheureusement, il fallait que je le paye à peu près 150, ça fait 15 euros. Et une fois en Afrique du Sud, dans quelles conditions ces étrangers vivent-ils? Est-ce qu'ils ont des droits, comme tous Sud-Africains, par exemple, pour, je ne sais pas, demander des aides de l'État? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Mais je peux dire, c'est dans les législatives, dans les constitutions, tout le monde a le droit. Comme on dit, on vit dans la démocratie, tout le monde a le droit. Mais malheureusement, non. Comme l'information, on ne dit pas, après on subit tout ça. Comme on ne sait pas, après c'est là qu'il le sait, il le cache, il ne dit pas. Et après, il ne tient pas des pièges, mais il ne dit pas. Et après, en même temps, on est obligé de demander. Chaque fois qu'on demande, il faut payer. Juste pourquoi? Pour s'en sortir. Et c'est ça, par rapport à l'immigration, l'intégration, ça revient de plus en plus dur. Et chaque fois, depuis 1996. Et selon vous, à qui revient ce rôle d'accompagner les immigrés? À nous, les Sud-Africains. À nous propres, sur le terrain, dans une façon la campagne, parce que nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes des Sud-Africains. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle un peu des autorités ou des collectivités locales? Logiquement, oui, mais ils ne font pas leur travail. C'est ça qui est dommage. C'est les gens qui nous présentent, mais ils ne font pas leur travail. Et après, en même temps, quand ça arrive à des élections et tout, on nous promet. Et sur le terrain, ils ne font pas grand-chose. On se trouve libérés à nous-mêmes, en faisant des choses nous-mêmes, toutes seules. Par exemple, là, on a des gens qui viennent en Afrique du Sud, quand ils arrivent, ils ne savent pas quoi se loger, ils ne savent pas quoi se nourrir. Et là, comme nous, l'Afrique, on arrive, par exemple, l'Afrique, c'est le pays de partage. Partout, dans tous les pays en Afrique, on vit par ce partage. Avec tout ce qu'on a, on partage. Et j'ai grandi avec cette idée-là. De toute façon, chaque fois, moi, quand je grandissais, quand mes parents m'achetaient un truc, si ça m'avalait, et après, si j'ai un ami qui n'avait pas de chaussures, je le partageais mes chaussures, il paire de chaussures. À deux, après, on partage. Si j'avais un camarade dans une classe, il n'avait pas un stylo, là, on le partageait. Et non, c'est dans ce cadre-là, on arrive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis aussi là. Et là, je suis là, en même temps, j'ai des amis camerounais, sénégalais, tout le monde. Quand j'arrivais ici, je ne parlais même pas mon français. J'étais obligé de me débrouiller, de parler en français, de l'écrire, de le lire. Comment j'ai fait? Je regardais la télé, j'ai communiqué avec tout le monde et je faisais des choses parce que j'avais envie. Et là, aujourd'hui, il y a des Sud-Africains qui vont à l'Alliance française, ça coûte cher. En tout cas, on perçoit votre envie sur ce plateau. Lucien, comment voyez-vous la rivalité entre locaux et étrangers? Par exemple, sur le marché de l'emploi, pour certains, il y a une concurrence et pour d'autres, il n'y en a pas. Sandra, M. Velapi vient de faire la synthèse du dossier Sud-Afrique depuis lundi sur 3 points. Lisibilité de la politique économique et sociale, surtout de la part du gouvernement Zuma, c'est un premier point. Deuxièmement, cette opposition-là, au niveau des politiques migratoires, est une opposition, j'allais dire, normale. Ceux qui pensaient que l'Afrique du Sud était l'Eldorado sont en train de s'apercevoir que l'Afrique du Sud est un pays normal avec ses problèmes. Et troisièmement, si on regarde au fond cette politique migratoire, il y a eu ce que j'appellerais avant l'apartheid et après l'apartheid. Avant l'apartheid, vous avez effectivement des populations qui étaient au Botswana, au Lesotho, au Malawi, que le patronat sud-africain utilisait, mais il n'y avait pas de problème dans les mines. Ils pouvaient donc sous-payer ces populations-là, comme on était dans un régime, j'allais dire, carcéral de ségrégation, les problèmes n'étaient pas apparents. Maintenant, après l'apartheid institutionnel, surtout avec cette volonté de Mandela de mettre en place une nation arc-en-ciel, eh ben, les Sud-Africains ont recouvré leurs droits, et c'est normal en tant que citoyens. Et ils voient arriver, et ne voient pas leur situation à l'intérieur s'améliorer. Et ils voient arriver, comme ça, de façon très brutale, toutes les autres populations qui arrivent massivement. Bien, quelle est la réaction? C'est d'abord une réaction normale, humaine. Je crois qu'il ne faut pas taper sur les Sud-Africains. Ceux sur qui il faut donner ou taper, c'est sur le gouvernement, qui n'arrive pas à gérer cette situation. Et quand on n'arrive pas à gérer cette situation, elle se traduit par quoi, M. Velapi l'a dit? Par la corruption. Elle se traduit par quoi? Par des passe-droits. Et donc, les Sud-Africains qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas d'argent, ils se sentent lésés. Ils disent, mais voilà, les étrangers qui arrivent viennent nous prendre notre pain, viennent nous prendre notre travail. Il faudrait
Effectivement, M. Velipi a mis l'accent sur la notion de partage qui structure l'Afrique, sur la notion de solidarité. Que ces notions-là ne soient pas simplement des notions théoriques ou politiques, qu'elles soient réelles. Il faut qu'il y ait une politique de l'immigration qui affiche les couleurs, qui dise concrètement « voilà ce que nous voulons en termes d'immigration ». Ça ne fâchera pas les autres pays, mais au moins on aura une ligne relativement claire. Monsieur Zuma, je suis obligé de le dire encore, n'a pas de lisibilité dans sa politique économique ni sociale. Et c'est surtout plus pratique sur le terrain, parce que là, la politique, depuis, on va dire depuis le début, il y a quand même des accords bilatéraux qui étaient faits avec les continents africains. Mais là, que chaque ministère, ils font pas leur travail. Voilà. Et en même temps, on se trouve tout seul en faisant des choses nous-mêmes. Et après, quand on le fait, on se fait taper sur le doigt. Voilà. Et non, comme là, c'est normal là, que tout le monde vient en Afrique du Sud. Pourquoi on appelle l'Afrique du Sud le pays africain? Parce que tout le monde se sent chez eux. Et non, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a un drapeau sur arc-en-ciel qui, par exemple, représente tout le monde. Et non, parce que tout le monde se sent chez eux, parce que pendant l'apartheid, tout le monde a lutté avec l'Afrique du Sud. Et après, pendant l'apartheid, il y avait les immigrés sud-africains qui partaient de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains qui partaient des autres pays africains partout dans le monde. Le monde qui a lutté pendant l'apartheid. Et aujourd'hui, il vient. On ne va pas le chasser quand même, on ne va pas le jeter dans la mer. Et non, la seule chose qu'on peut faire, c'est juste trouver un moyen d'avancer. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à avancer et construire l'Afrique du Sud en montant vers le nord, le sud, l'ouest. Partout comme ça, l'Afrique, ça fait vraiment la mer de terre. Aujourd'hui, c'est notre lutte en tant qu'Africains. Malgré les timbres qu'on nous met sur le fond, on les a immigrés, machin et tout, malgré tout ça, notre but, en gros, c'est qu'on a un continent, un pays, chaque région, quoi que ce soit, tout le monde a un rôle à jouer. Là, moi, je suis ici, je présente tout le monde. Justement. Dans une façon on a un rôle à jouer, dans une façon, on a une longue route à faire, mais on ne regrette pas ce qui arrive. Justement, en parlant d'avenir, oui. Nadia, comment améliorer les conditions de ces immigrés? Parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas désirés par certains alors qu'ils participent au développement économique. Oui, mais c'est vrai que l'Afrique du Sud d'aujourd'hui est un pays en crise. Donc c'est compliqué de construire une politique migratoire dans une situation de crise. Parce que justement, il y a des crispations, il y a de la xénophobie. Bon, pour Lucien, c'est naturel. Bon, moi, j'ai du mal à croire que naturellement, les gens soient xénophobes. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de sortie de crise idéale, sincèrement. Mis à part construire une politique migratoire qui serait de type quasiment à l'américaine, c'est-à-dire immigration choisie. Ouais. Mais c'est compliqué parce que ça met sur le bord de la route toute une population qui, elle, pourrait aussi faire sa place. Là, pour le coup, c'est complexe parce qu'ils n'ont pas encore totalement réglé les histoires de ratio, et il faut le dire, les problèmes raciaux en Afrique du Sud ne sont pas encore totalement réglés. Il y a encore des crispations. Voilà, donc ils n'ont pas encore réglé leurs propres problèmes intérieurs, que déjà ils doivent gérer des problèmes qui sont liés aux populations arrivantes, qui sont noires, donc qui grossissent aussi le champ de la population noire discriminée, on va dire. Donc ça pose aussi des problèmes. Et hier, en discutant avec votre invitée de cette question, elle mettait le point sur un aspect intéressant. Elle disait en fait que les migrants qui arrivent en Afrique du Sud, c'est des migrants qui arrivent à pied. C'est pas le même type d'immigration qu'on peut voir ailleurs. C'est souvent des gens qui fuient la misère, qui fuient la guerre, qui arrivent en bout de course en Afrique du Sud et qui sont eux-mêmes déjà dans des situations qui sont complexes. Et donc, il faut à la fois réussir à gérer leur traumatisme post-conflit et réussir à les intégrer dans une société sud-africaine qui elle-même connaît des difficultés. Donc c'est tout un accompagnement. En France, par exemple, c'est pas du tout la même situation, mais il y a des choses intéressantes qui sont faites sur des cellules qu'ils appellent les cellules primo-arrivantes. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on met à disposition des primo-arrivants des personnes qui les écoutent d'abord. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes à régler, certainement, de logement, d'aide financière, mais aussi des problèmes de type personnel. Et lorsqu'on arrive et lorsqu'on a fait un cheminement long pour migrer, lorsqu'on arrive à pied, lorsqu'on a connu des traumatismes, à un moment, il faut que quelqu'un nous écoute.
Et je trouvais intéressant cet aspect aussi de prendre en compte la personne dans son identité, quoi. Ouais, nous arrivons au terme de ce débat en 2 minutes, en deux points. En deux points, non, je peux pas laisser Nadia dire que je suis pour la xénophobie des peuples, sauf qu'elle a coupé ma réflexion. Xénophobie parce qu'il y a un problème de crise économique, comme elle a dit elle-même, et que les nationaux disent nous sommes prioritaires. C'est ça qui engendre la xénophobie. On n'est pas xénophobe naturellement comme ça, Nadia. C'est parce qu'il y a une cause, la crise économique. Et déjà, par exemple, en revenant sur cette question de xénophobe, c'est que, comme je reviens sur la réponse pour dire, il y a cette information, on ne dit pas. Comme vous dites là qu'il y a des moments, où il y a des places où il gèrent des gens qui viennent à pied. Mais malheureusement, c'est qu'avec cette corruption-là, on favorise ceux-là qui sont des moyens. Et c'est ça le problème aussi qui ajoute dans tout ça. Merci messieurs, dames. Nous arrivons au terme de ce débat. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt. L'opposition guinéenne se retire du processus du comptage des voix des législatives. L'annonce a été faite ce jeudi par Sidia Touré, porte-parole des opposants. De son côté, la CENI continue de publier les résultats provisoires. Et puis poursuite des concertations nationales en République démocratique du Congo. Ce jeudi, les rapporteurs des commissions ont soumis leurs préconisations, entre autres l'installation d'une commission nationale des droits de l'homme et le rapatriement de la dépouille de Joseph Mobutu. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.